européen à Bruxelles et je vous présente Marion Van Rentergem. Vous êtes grand reporter, vous avez été longtemps journaliste au quotidien français Le Monde et vous venez de publier « Mon Europe, je t'aime, moi non plus ». Alors, quand vous entendez Raphaël Glucksmann, est-ce que vous vous dites, tiens, il y en a qui y croient encore à l'Europe, alors que dans votre livre, vous expliquez plutôt que l'euphorie que vous aviez observée en 1989 lors de la chute du mur de Berlin, cette euphorie s'est un peu évaporée au fil des ans? Raphaël Glucksmann est à peu près de ma génération et pour le coup, je n'ai aucun doute sur la sincérité de son engagement et de sa volonté à changer les choses. Donc ça fait plaisir d'avoir en effet des enthousiasmes. Et je pense que, sans en avoir parlé avec lui, je pense qu'il est frappé par, comme moi, il a été pris par le même sentiment d'euphorie au moment de la chute du mur de Berlin et comme moi un peu effaré de voir ce qui s'est passé, à quoi nous en sommes arrivés après 30 ans, ce fameux cycle des 30 ans dont je parle dans mon livre, de l'enthousiasme, du sentiment que la démocratie était arrivée, que l'Europe allait cesser enfin d'être coupée en deux, que la liberté était acquise et conquise pour tout le monde. Et l'Europe s'est voilà refermée. pourquoi on se referme vers des replis égoïstes, nationalistes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avons-nous fait de nos 30 ans, comme je pose la question dans le livre. Et quand il parle justement d'un horizon tragique, ce sont ces mots, un horizon tragique dans l'histoire européenne que les jeunes ont bien perçu. Vous êtes d'accord avec lui? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un sursaut. Je suis d'accord aussi avec Raphaël Glucksmann quand il parle d'une sorte de double tragédie. Il y a la tragédie de la fin de la planète et la tragédie d'une certaine fin politique. Pour moi, c'est la perspective de la fin de l'Union européenne. Peut-être que c'est ce qui s'est joué dans ces dernières élections, ce qui a mobilisé les électeurs à aller voter un peu plus en grand nombre que d'habitude. Ça, c'est pas non plus la panacée, mais disons que ça n'a pas été une abstention record. Il y a une participation et je pense que ça procède d'une forme de sursaut, de se dire que... Il y a un sursaut démocratique pour vous? Il y a une forme de sursaut démocratique par le sentiment d'urgence que l'Union européenne n'est pas un élément éternel, que la paix, comme quoique les gens, bien des leaders politiques essayent de nous dire que c'était quelque chose d'acquis, qu'on peut parler d'autre chose, que revenir à une Europe des nations, que c'est pas grave, etc. Si c'est grave, si la paix est fragile, si tout cela est une construction qui a été douloureuse, difficile, longue, et que l'on doit à l'Union européenne et qu'il ne faut pas prendre le risque de mettre en péril. Tout ça est extrêmement flottant et je pense que les citoyens européens l'ont mesuré, qu'il y avait quelque chose qui était en train d'être possiblement en train de disparaître. Raphaël Glucksmann parle d'un Parlement croupion, d'accord avec cette expression qui est un peu forte? Ça aussi, ça m'a un peu choquée. Je trouve ça un peu démagogique de dire ça. Au contraire, je pense que il y a un discours ambiant qui vise à véhiculer des tas de clichés sur l'Union européenne, dire que elle est en déficit démocratique. On pense son temps à prendre l'exemple de la Commission, en disant voilà, la Commission décide tout et elle n'est pas élue démocratiquement. Certes, elle n'est pas élue démocratiquement directement, mais elle ne décide rien. C'est pas son rôle à la Commission européenne de décider quoi que ce soit. Elle propose les directives et elle les fait appliquer. Donc il y a cette espèce de légende comme ça qui est véhiculée que l'Union européenne n'est pas démocratique. Et je regrette, depuis le traité de Lisbonne, le pouvoir du Parlement a été accru. Les parlementaires se battent, ont largement contribué à transformer notre vie quotidienne, justement à établir des réglementations. On parle toujours du marché commun et des points négatifs du marché, mais le marché, ce sont des règles. C'est l'Union européenne et le groupement de pays le moins inégalitaire du monde, là où les normes sociales sont les plus élevées du monde, où les normes sécuritaires, les normes environnementales sont les plus élevées du monde. Donc ce sont les parlementaires et ce sont nous qui les élisons, les parlementaires, et ce sont aussi les membres du Conseil européen qui sont élus, les chefs d'État et de gouvernement qui sont élus par nous directement. Alors on l'a dit et répété, au sein de ce grand Parlement européen, il y a un changement de poids. Les deux grandes familles politiques, les socialistes et le centre-droit, le PPE, n'auront plus la majorité. Est-ce que ça veut dire qu'on a affaire à un Parlement fragmenté et donc plus fragile, ou est-ce que c'est un espoir de démocratie précisément ? Ce qui me réjouit dans tout ça, c'est de voir que, encore une fois, on a beau dire que l'Union européenne n'est pas démocratique, ce Parlement est un reflet très exact de la réalité du monde d'aujourd'hui, avec ses points positifs et puis ses points plus inquiétants. L'arrivée en masse des partis écologistes manifeste vraiment un réveil citoyen pour cette urgence à prendre en main. Il y a aussi l'arrivée des partis nationalistes et populistes qu'on peut déplorer si on aime, comme
comme c'est mon cas, l'Union européenne et quand on y est attaché, malgré tout, ça fait partie de la réalité. Et je trouve que ce Parlement, justement, un peu divisé, avec la disparition des grands partis traditionnels que sont la social-démocratie et la démocratie chrétienne, qui ont toujours, finalement, se sont partagés le fromage. Qui ont fait la pluie et le beau temps. Et voilà, en faisant la pluie et le beau temps, et bien voilà, ils sont plus vulnérables, ils sont plus morcelés. Il y a cette espèce de faiseur de roi qui arrive, qui est le parti libéral renforcé par la République en marche, qui vient un peu brouiller les cartes, les écologistes aussi. Donc je trouve que peut-être qu'enfin, au contraire, en correspondance avec ce réveil citoyen ces citoyens qui sont allés aux urnes plus massivement que d'habitude et représentent un Parlement à leur image, avec des groupes politiques qui vont pouvoir débattre, faire de la politique et faire des compromis, puisque c'est la beauté de l'Union européenne, le compromis n'étant pas nécessairement la compromission, comme certains essayent de le faire entendre. On dit souvent que le moteur de l'Union européenne, c'est le couple franco-allemand. C'est un vrai couple ? Oui, c'est un vrai couple, comme tous les couples. Ils s'engueulent, ils s'entendent pas, mais ils ont absolument besoin l'un de l'autre. Ils ont fait beaucoup d'enfants et ils peuvent pas se séparer comme ça. Donc, ils font pas un peu chambre à part pour le moment ? Oui, ils font. C'est pas au beau fixe. C'est-à-dire qu'entre Merkel et Macron, moi j'avais assisté à la rencontre. Il y avait un côté couple idéal, quoi. D'ailleurs, c'était quand il était venu la voir le lendemain de son élection, à lui Macron, elle s'était habillée et maquillée beaucoup plus que d'habitude. Moi qui connais Merkel assez bien, je l'observe, elle était vraiment toute pimpante et heureuse d'avoir un président français qui était le président idéal pour elle. D'abord, il était jeune, elle a l'âge d'être sa femme actuelle. Il était jeune, plutôt beau garçon, libéral, démocrate, plein de réformateurs. Et vraiment, l'Allemagne ayant depuis des années reproché à la France de patiner dans ses réformes, de s'encrouter dans un conservatisme, des acquis sociaux trop immobilisant et paralysant, elle avait enfin quelqu'un qui voulait faire bouger les choses et faire évoluer la société. Malgré tout, Angela Merkel est à un moment de faiblesse. Elle est en fin d'un 4e mandat. Elle fait encore des scores qui feraient pâlir d'envie tous les présidents de la République française, mais elle est de fait affaiblie et l'Allemagne n'est pas au rendez-vous. La France y était et l'Allemagne ne l'est plus. Donc, donc il y a des frictions entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, comme c'est un couple malgré tout qui a besoin, la France a besoin de l'Allemagne a besoin de la France, ils ne peuvent pas faire l'un sans l'autre et ces frictions ne sont pas exagérément dangereuse. Alors, il y a un autre enseignement de ces élections, c'est quand même la montée des populismes, des nationalismes. On ne va pas revenir, on en a parlé tout à l'heure sur l'Italie et Matteo Salvini, mais il y a un autre pays qui inquiète, un pays que vous connaissez bien, c'est la Hongrie, parce que vous, Viktor Orban, je ne dis pas que vous êtes une proche de Viktor Orban, mais vous l'avez connu. Je l'ai beaucoup connu et ça, il m'intéresse particulièrement parce que pour moi, il représente et il métaphorise justement toute la boucle de ce cycle de 30 ans depuis la chute du mur de Berlin à aujourd'hui. Il se trouve que j'ai vécu en Hongrie donc au début des années 90. Viktor Orban était à ce moment-là un leader charismatique déjà, mais jeune, libéral, démocrate, anticommuniste, courageux, qui s'était battu. Il avait fait un discours historique devant la place des héros, très ouvert sur l'étranger. Il avait fait un discours historique au moment où l'armée soviétique était encore là, où il s'était adressé tout seul à la foule en disant « il faut que vous partiez, nous voulons notre liberté ». Et c'était un peu, donc moi quand j'avais 25-30 ans à l'époque, c'était notre héros à tous, nous jeunes, mes amis c'était des enfants des dissidents qui avaient donc en tout cas envie de se débarrasser de la dictature, d'entrer dans un nouveau monde, de rejoindre les démocraties occidentales. Et Orban était l'incarnation de ça, c'était le héros des temps modernes. Donc c'est un démocrate qui a mal tourné. Et alors, est-ce qu'il a mal tourné? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant de voir ce qu'Orban est devenu, de voir d'où il est parti. Donc, le Hongrois dissident, victime de l'oppression du totalitarisme communiste, aspirant à la liberté et aspirant à rejoindre le club des vieilles démocraties, entre guillemets, que nous étions tous dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, étant au contraire des leaders et des meneurs de l'Europe nationaliste, de cette fameuse aspiration à l'Europe des nations qui n'a aucun sens, en fait, qui est un peu la destruction de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a une responsabilité
réalité de la vieille Europe, une condescendance qu'on a exprimée vis-à-vis de ces pays de l'Est, comme la Hongrie, la Pologne, qui sont entrés dans l'Union et qui pourrait expliquer la politique d'Orban aujourd'hui? Certainement. Et je pense qu'il y a une date clé qui est 2004, le moment de l'élargissement, qui est un moment qu'on a raté. On était donc une union, je ne sais plus à combien de pays on était à l'époque, mais c'est cette année 2004 qu'on a accueilli une dizaine de nouveaux pays, dont la plupart des anciens pays de l'Est, sous le joug soviétique. Et c'était éthiquement, politiquement, philosophiquement impossible de leur fermer à nouveau la porte. Ils avaient été brimés par l'histoire, ils avaient eu un traitement injuste par la simple disposition des armées soviétiques et américaines à la fin de la guerre. Ils se sont retrouvés du mauvais côté du mur, ils ont subi la dictature pendant 40 ans, ils ont subi donc un sort injuste. Nous ne pouvions pas décemment leur dire on vous ferme encore la porte, on reste entre nous et on vous ferme l'entrée du club. Moyennant quoi, on a malgré tout mal fait parce que ça a créé forcément des dissensions, des niveaux de vie extrêmement différents, des situations du coup de dumping fiscal et social. La frustration aussi. Des frustrations de leur part et de notre part à nous, à l'Ouest, de l'inquiétude des ouvriers, des usines qui délocalisaient, des ouvriers qui voyaient des salaires concurrentiels arriver. Enfin, tout ça a créé, a introduit une disharmonie et une insécurité à l'intérieur de l'Union européenne. Et à mon avis, le verre était dans le fruit à ce moment-là. Et c'est la cause de tous les maux d'aujourd'hui et une grande part de responsabilité dans ce désamour de l'Europe aujourd'hui. Marion Van Renterghem, merci d'être venue vous accouder au bar de l'Europe. Je rappelle le titre de votre livre, Mon Europe, je t'aime, moi non plus, une histoire de l'Europe depuis 30 ans, racontée à la première personne. Et voici